Ça c'est sûr, c'est dans les BPF. En plus, on s'est pris une pilule en inspection sur le sujet, il y a 5 ans. Mince, je trouve pas. Mais c'est sûr que ça y est. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est marqué dans les BPF. Alors aujourd'hui on se retrouve avec Arnaud. Arnaud, comment ça va ? Ça va bien. Et on continue le chapitre 8. Alors nous sommes, je sais pas si tu te rappelles Arnaud, nous sommes en 8.5. Nous sommes dans le chapitre, le fameux chapitre 8 de réclamation des défauts qualité et rappel de médicaments. Comme on dit précédemment, le chapitre sur lequel on fait tout notre beurre. Exactement. Non, après, je vais être honnête, je me rappelais plus où on en était, mais c'est bon. Heureusement que t'es là. On reprend après les vacances. Alors, 8.5. Donc c'est le sous-chapitre, c'est procédure de traitement et d'investigation des réclamations incluant de potentiels défauts qualité. Alors normalement, c'est le chapitre qui va parler des réclamations. 8.5. Des procédures écrites doivent être établies décrivant les actions à entreprendre dès réception d'une réclamation. Toutes les réclamations doivent être documentées et évaluées afin d'établir si elles portent sur un potentiel défaut qualité ou un autre problème. Ok. Bon. Alors, on a la procédure écrite, je pense que ça, on peut le dire, hein. Sur tous les sites, c'est plutôt carré, quoi. Après, Ouais, c'est parce que la procédure est carrée, mais elle est écrite. Après, t'as les réclamations, hein, c'est quand même le pilier central du système qualité. En fait, hein, c'est le feedback client, même dans ISO 9001, etc. Les réclamations, c'est ultra important pour pouvoir améliorer ton produit et etc. quoi. 8.6. En cas de réclamation ou de suspicion de défaut qualité, l'éventualité qu'elle soit due à une falsification doit être examinée attentivement. Je crois que c'est pas la première fois qu'on a qu'on parle de falsification, non ? On avait déjà eu un chapitre qui parlait de falsification. Ouais. Mais là, pour le coup, c'est quand t'as une réclamation, quoi. On l'avait vu plus en amont. Ouais. C'est donc là en fait, c'est si jamais il y a quelqu'un qui se plaint que ton truc il est tout pourri, ben en fait, il faut que tu puisses considérer que le truc est un faux, quoi. Et enfin forcément, si c'est un faux, il marche moins bien. Complètement. Alors, 8.7. Toutes les réclamations reçues par une entreprise peuvent ne pas constituer de véritables défauts de qualité. Aussi, les réclamations qui ne portent pas sur ces défauts de qualité potentiels doivent être documentées de façon appropriée et être communiquées aux services ou personnes concernées responsables des investigations et de la gestion des réclamations de cette nature telles que celles portant sur une suspicion d'événements indésirables. Ouais, en fait, là c'est assez intéressant parce que en le lisant, je me suis dit ça en fait c'est les mésusages. Tu sais, par exemple, moi je travaillais sur un site où on faisait des gouttes et finalement comment tu faisais pour avoir, tu sais, pour retourner ton produit pour que ça goûte et puis après pour que ça goûte pas n'importe où et puis que t'en aies pas des renversements, etc. Bah, toi là du coup c'était la procédure d'utilisation du produit. Mais après en fait en lisant effectivement il y a aussi les cas de pharmacovigilance, quoi. Ouais. Et là c'est clairement dit à la fin finalement portant sur une suspicion d'événements indésirables. Donc ça c'est clairement la pharmacovigilance. Mais c'est pas facile à faire quand tu reçois une réclamation, à faire le tri, quoi. Bah ouais, t'as le tout venant, t'as les gens. Après c'est pareil aussi, sur les formes sèches aussi, t'as toutes les personnes qui vont mettre leur comprimé dans leur sac et puis finalement le petit blister en aluminium il se perce. Alors finalement ton comprimé il est tout mousse, il est gros sensible, des trucs comme ça. Ça mon comprimé il est tout pourri. Bah oui mais bon. Complètement. 8. Ah oui, et là du coup on a oublié d'en parler, mais effectivement tu dois quand même par contre documenter toutes ces merdes. Ça c'est ça qui est chiant aussi, hein. Tu dois finir par documenter tout ça pour dire bah oui effectivement on les a reçus, on les a enregistrés, on les a évalués et finalement c'est pas nous, quoi. Ouais. Mais t'es quand même obligé de le documenter. Après c'est normal. C'est juste comment tu fais pour que ta documentation de tout ça soit la moins lourde possible, quoi. Ouais, et puis finalement, si tu veux éviter les mésusages ou les trucs comme ça, bah en fait c'est ton produit, il faut améliorer ton produit, quoi. Donc finalement, tout problème avec le client est quand même intéressant à apprendre. Carrément.
Alors, 8.8. Des procédures doivent être en place pour faciliter une demande d'investigation sur la qualité d'un lot de médicaments dans le cadre d'une investigation liée à une suspicion d'événements indésirables. Bah ouais. Jusque-là, rien de spécial. C'est marrant quand même. Ouais. C'est l'objectif du truc et effectivement, il faut un document qui qui dise que tu dois investiguer, quoi. Allez, le gros pavé 8.9. Lorsqu'une enquête pour défaut de qualité est ouverte, des procédures doivent être en place pour couvrir au minimum les points suivants. 1. La description du défaut de qualité déclaré. 2. La détermination de l'étendue du défaut qualité. Le contrôle ou l'analyse des échantillons de référence et ou modèles doit être pris en compte et, dans certains cas, un examen des dossiers de fabrication et de distribution du lot, en particulier pour les produits thermosensibles, ainsi que l'enregistrement de l'étape de certification du lot doit être effectué. Ok. Voilà, là c'est marrant, ça te dit comment faire une investigation. C'est marrant parce qu'il n'y a pas du tout, sur la partie déviation, il n'y avait rien du tout de ça, quoi. Pas du tout ça, là c'est vraiment la méthode d'investigation. Finalement, là, c'est pas mal, là c'est la méthode d'investigation d'une réclamation. Donc 3. La nécessité de demander le retour de l'échantillon défectueux au déclarant. Cet échantillon, s'il est disponible, doit faire l'objet d'une évaluation appropriée. Donc là, c'est pour regarder effectivement s'il y a tous les années, tu peux refaire des tests dessus, mais aussi tu peux regarder si c'est un falsifié. Ouais, exactement. 4. L'évaluation du risque lié au défaut de qualité, basée sur la gravité et l'étendue du défaut de qualité. J'adore ça. Pourquoi t'adores ça? Bah, je sais pas, c'est plutôt bien, là, hein, en l'occurrence. On te décrit un peu tout ce que tu dois faire, en fait. Comment évaluer c'est assez précis. On te dit pas précisément quel outil utiliser, blablabla, mais c'est quand même assez précis, quoi. Donc il faut le dire quand on aime bien. Comment évaluer l'étendue de ton défaut, etc. Moi, je trouve ça vachement intéressant qu'ils aient mis ça là, comme ça. 5. Le processus de prise de décision à mettre en œuvre relatif à la nécessité éventuelle de la mise en place de mesures de réduction des risques dans le circuit de distribution, comme les rappels de lot ou de produits ou autres mesures. Donc là, c'est comment lier tes réclamations à ton processus de rappel de lot. S'il y a un problème qui est trop gros ou trop énorme ou trop dangereux, bah du coup tu mets en place ton rappel de l'eau et puis là bah t'as tout ce qui est lié avec la procédure de rappel de l'eau et même après c'est relié à l'ANSM où là l'ANSM sur son site a une procédure qui lie ta procédure au site de l'ANSM avec les temps, etc. Enfin c'est plutôt pas mal fait ça. 6. L'évaluation de l'incidence que toute décision de rappel peut avoir sur la disponibilité du médicament pour les patients sur le marché concerné et la nécessité de notifier cette incidence aux autorités compétentes correspondantes. Ça c'est marrant, bien. Ça. Ouais. C'est bien, hein, parce qu'on anticipe le potentiel rupture de stock. Rupture de marché. De marché. Et du coup, si c'est un médicament où t'as déjà pas beaucoup de produits disponibles sur le marché, t'es déjà un peu tendu, etc. Ça peut aussi, du coup, c'est intéressant que ça soit marqué noir sur blanc dans les BPF parce que ça peut aussi permettre aux pharmaciens, aux qualiticiens qui prennent la décision de bien prendre en compte justement cette notion-là et de pas partir tout de suite sur on rappelle. Tu vois, comme pour les déviations, on détruit. Ouais, c'est vrai, c'est bien ça. Et je me demande si c'est là depuis le début ou si ça a été rajouté plus ou moins récemment. Ouais, ça serait intéressant de savoir parce qu'il y a eu une nouvelle version en mai 2024. Donc, est-ce que ça fait partie des choses qui ont été rajoutées ou pas? Ça serait intéressant de le savoir, mais je sais pas te répondre par contre. Moi, je pense qu'il l'aurait pas mis là, en vrai, au milieu du truc. À mon avis, ça doit être là depuis un moment quand même. Ouais. Mais il devrait faire pareil sur les déviations. Bah oui, mais c'est ça. Et ça, par contre, tu vois, c'est un peu le minimum syndical pour le traitement des réclamations. Et il devrait y avoir le minimum syndical pour le traitement des déviations. Exactement. Alors, 7. La communication interne et externe qui doit être faite en lien avec un défaut qualité et les investigations menées. Ok. 8. L'identification des principales causes potentielles du défaut qualité et qui va avec finalement 9. La nécessité d'identifier et de mettre en œuvre des actions correctives et des actions préventives CAPA appropriées pour le problème donné et d'évaluer l'efficacité de ces actions. Ok. Et ben voilà, t'as ton petit franchement.
Ouais, ta petite capsule de gestion des réclamations qui est quand même bien foutue, avec l'ensemble des choses qu'il faut faire, quoi. Une fois n'est pas coutume. Attends, après ça se trouve, il y aura une petite partie sur les déviations, hein. Je crois pas, mais. Ouais, il y a des trucs. Après, c'est pareil. Tu peux toujours t'inspirer à droite à gauche, mais malgré là, le chapitre d'après, ce qui est intéressant, c'est que le sous-chapitre d'après, ça s'appelle investigation et prise de décision. 8.10. L'information rapportée en lien avec d'éventuels défauts qualité doit être enregistrée en incluant tous les détails originaux communiqués. La validité et l'étendue de tous les défauts qualité déclarés doivent être documentés et évalués conformément au principe de gestion du risque qualité afin de justifier les décisions concernant le niveau d'enquête et les mesures prises. C'est vraiment des phrases à rallonge quand même, hein. Ouais, c'est des phrases à rallonge, mais là c'est bien là. Là c'est bien. C'est bien ce qu'on dit dans nos formations aussi sur la méthode d'investigation. Et ouais, la validité et l'étendue de tout défaut qualité doit être documentée en évaluant conformément au principe de gestion des risques. Donc en fait, ouais, il faut qu'à chaque fois que mais c'est marrant parce qu'il parle de défaut qualité. Alors c'est marrant, c'est pas forcément une déviation. Là, quand on dit défaut qualité, je pense que c'est sur ton produit qui est défectueux, quoi. Donc c'est pas encore une fois, par contre, c'est marrant parce que c'est pas un défaut dans ton processus de fabrication, quoi. Là, ça s'appliquerait peut-être plus aux OOS et aux réclamations. Ton produit, il a un problème. 8.11. Lorsque l'on découvre ou suspecte un défaut qualité sur le lot, il convient d'examiner d'autres lots et, dans certains cas, d'autres produits pour déterminer s'ils présentent le même défaut, en particulier ceux dans lesquels une partie du lot défectueux ou des composants défectueux a pu être incorporée. Impact étendu. Voilà, on regarde les impacts étendus. Enfin, ouais, ok, c'est vrai que c'est pas, on est dans le chapitre sur les défauts qualité, c'est pas tout type de déviation, parce que là, on est vraiment sur le défaut qualité sur le produit, mais tu peux prendre ça et l'appliquer partout, quoi, hein. C'est une partie des déviations, c'est-à-dire que c'est dans les déviations, tu sais, dans notre grille de gravité, lorsque le produit est impacté, tu vois, bah là, c'est là où ça rentre, quoi. Le produit est impacté et du coup, par exemple, je sais pas si c'est un défaut sur les bouchons, par exemple, tous les lots qui ont utilisé le même lot de bouchons, ils vont peut-être être impactés. C'est là qu'il faut regarder. Donc ça, effectivement, l'impact étendu, quoi. Et finalement, c'est un rapport assez important avec la détectabilité de ton défaut. Carrément. Et c'est là où dans ton investigation, ça rentre. Enfin, tu peux dès que tu commences à combiner ça, si tu combines avec la détectabilité, ça te fait poser plein de questions pour trouver la cause, justement. 8.12. Les investigations sur les défauts qualité doivent inclure une revue des rapports de défauts qualité précédents ou toute autre information pertinente pour déterminer les problèmes particuliers ou récurrents qui méritent une attention particulière et d'éventuelles actions réglementaires. Ok. Intéressant quand même, hein. Ouais, qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Ça veut dire que dans ton investigation, tu dois rebalayer tous tes autres rapports d'investigation pour voir si ton problème est pas récurrent, quoi. Bah oui, finalement c'est quand tu classes ta criticité de ta déviation, tu vas vérifier l'occurrence de la déviation. Ouais, mais du coup, c'est pas forcément si bien documenté dans les déviations ou dans les réclamations, cette partie-là. Bah, encore une fois, ça dépend comment t'évalues ton occurrence, quoi. Ouais, c'est vrai. Parce que si tu dis, bah voilà, nous on l'a classé comme occurrence moyenne parce qu'on a eu 2 fois ce problème ce dernier mois-là, sur les 4 derniers mois. Tu cites chacun des rapports d'investigation sur lesquels t'as eu ce problème? Non, c'est pas fait. Tu cites pas tous les rapports, mais tu cites le nombre de fois que le problème est apparu, ce qui revient presque au même, quoi. Après, oui, c'est pas très bien documenté, c'est vrai. Enfin, c'est pas aussi bien documenté que ce qu'on pourrait. Après, ils ne demandent pas. L'information et les défauts de qualité, donc une revue des rapports de défauts des qualités précédentes. Il dit pas non plus qu'il faut les documenter. Oui, c'est vrai. Donc ouais, il faut t'intéresser à toutes les fausses arrivant. Après, ouais, effectivement, celle-là, chez un client, c'est intéressant. Ils font vachement la différence entre l'occurrence, la récurrence, les déviations récurrentes et les déviations répétées.
C'était assez rigolo avec C'est quoi la nombre. différence entre une déviation répétée et une déviation récurrente? Une déviation répétée, c'est le défaut revient, enfin ton problème revient. C'est le danger, et, quoi. Voilà. Et une déviation récurrente, c'est ton défaut et la cause qui avec la même cause revient. Ah, intéressant comme découpage. Ouais. Et c'est vrai que après on s'est pas mal avec le gars on a pas mal réfléchi à plein de trucs. Quand est-ce qu'on devait l'utiliser ça et quand est-ce qu'on devait vraiment l'utiliser tout et finalement pour déterminer si tu mets une capa ou pas, ça peut avoir une importance assez intéressante. Ouais, carrément. Alors, ça fait déjà 17 minutes qu'on discute sur ce début de chapitre. Je te propose, Arnaud, de s'arrêter là et on reprend la semaine prochaine pour continuer finalement ce chapitre 8. Allez, c'est frustrant pour les gens d'être coupés là, mais je pense que sinon l'épisode il va durer une demi-heure. Merci beaucoup, à bientôt. Allez, merci.